لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulillah. Salam alaikum El Hadj Keita Namori. Wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes le président de la commission hébergement de l'édition 2011 du Hadj. En tant que président, quel est le bilan partiel que vous pouvez nous donner? Bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Avant tout, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez. L'opportunité qui nous permettra effectivement de mettre souvent en relief ce que beaucoup de personnes ont besoin. En ce qui concerne le bilan partiel, je dirais tout simplement que par la grâce de Dieu, nous n'avons pas eu l'occasion de venir très tôt cette année. Le vol 0 a pris un retard et cela a ses conséquences. Nous n'avons pas eu la grande occasion de voir nos partenaires pour discuter avec eux, pour mettre certains points ci des i. Et si cela n'est pas fait, ça a des conséquences. Il y a des services ou des prestations qui ne seront pas au niveau. Donc ça c'est le premier point. Et lorsque nous sommes arrivés à la Mecque, nous nous sommes investis dans les immeubles. Et vous savez, il y a une mission qui nous a précédé, la mission d'exploration. Les manquements qui restaient, nous avons relevé cela au commissariat. Ils ont pu rattraper d'autres. Bon, en ce qui concerne la Mecque, l'équipe est venue en sous-nombre. C'est-à-dire tous ceux qui devaient arriver en vol 0 n'ont pas pu effectuer le vol dû à beaucoup de difficultés, visa non fait, enfin beaucoup de choses. Je pense que les voies les plus autorisées pourront relever ces difficultés-là. Mais en tout état de cause, tout le monde n'a pas pu venir et nous étions seulement que 7. Nous avons 4 bâtiments, sinon 5 à la Mecque, pour 7 éléments qui doivent faire un état de lieu et tout ça. Et nous étions tout juste à 1 jour avant l'arrivée des pèlerins. Donc automatiquement après notre Umrah, on n'a pas eu de repos, nous avons commencé à travailler et puis bon, vous voyez les difficultés. Donc l'équipe a été surexploitée. Voici les difficultés. Et bon, à la Mecque, nous avons été, par la grâce de Dieu, nous avons été fin prêts pour attendre nos pèlerins. Malheureusement, il n'y a pas eu trop de cohérence sur le rendez-vous des vols à Abidjan. Et cela nous a causé beaucoup de dommages, puisqu'il n'y avait pas de repos. On vous dit, ils viendront la nuit, ils viendront le jour, vous veillez, et puis c'est pas ça. Et puis bon, voilà, en sous-nombre, vous voyez que l'épuisement vient. Mais nous avons tenu parce que nous savons que ce travail il est plutôt divin avant d'être un service humain. Lorsque les vols ont commencé à venir, nous avons, par la grâce de Dieu, compte tenu de l'expérience que nous avions depuis plusieurs années, et puis la performance des membres de l'équipe nous ont permis d'héberger en tout cas à des temps records les vols qui arrivaient. Mais à partir du 4e, 5e vol, dirais-je même le 6e, 7e, 8e et 9e vol sont arrivés en même temps. C'est pourquoi je voudrais encore crier à votre antenne pour dire il y a 2 facteurs qui tiennent compte de cela à l'hébergement. Premièrement, il faut accroître le nombre. Voilà. Si vous prenez 15 personnes qui doivent loger plus de 5000 personnes, il faut se dire que les gens vont attendre. Voilà, on dit pourquoi on attend longtemps, mais il n'y en a que 15 personnes pour loger 5000, plus de 5000 personnes. Donc je voudrais qu'on regarde cette situation. Mais par l'expérience de l'équipe et puis la performance, nous avons pu évacuer les gens. Nous avons quand même énuméré quelques difficultés à ce niveau. Premièrement, je voudrais dire que les pèlerins, nous sommes venus dans un second état. Parce qu'à Abidjan, il y a eu trop de problèmes, trop de tracasseries. On va pas, on va pas. Donc les pèlerins sont venus furieux, nerveux, intransigeants. Tu ne peux même pas dire à quelqu'un, bon, faites la ligne pour qu'on puisse voir que quand tu dis faites la ligne, ton père même ne peut pas nous mettre en ligne ici, pendant qu'il est en Iran. Moi-même, le président, j'ai dit, bon, faites la ligne pour que vous puissiez aller. Pour ne pas... On dit, ton papa même ne peut pas nous mettre en ligne. Bon, nous comprenons que c'était des effets secondaires d'Abidjan. Mais comme c'est une chaîne, l'organisation, il faut quand même relever cet état de fait. Nous avons d'autres anomalies que nous aurons l'occasion de mettre dans nos rapports.
Ben, par la grâce de Dieu, nous avons pu accueillir tous les pèlerins. Et ensuite, nous avons commencé l'étape de Mina, Mousdalifa, Arafat. Les difficultés à ce niveau, il faut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une maturité dans l'histoire du Hajj. Il y a certaines difficultés qui ne doivent plus être qu'on ne doit plus voir dans notre organisation. Mais malheureusement, cela arrive. Mais je pense que si on veut que ça finisse, ça va finir. Parce que lorsque vous voulez énumérer ces choses-là, ou pouvoir le mettre à la lumière du jour, on dira que tu as manqué à telle personne, ou bien tu as insulté telle personne, ou bien vous devenez la cible de beaucoup de frappes. Bon, mais je pense qu'on aura l'occasion d'étudier ces sujets-là. Donc, je voudrais relever par exemple un élément de cela. Nous, on devait aller en équipe avancée à Mina. Et pour aller à l'équipe avancée, il faut que nous ayons un véhicule particulier, c'est-à-dire le car de l'organisation. Et en ce moment, il faut que ce car-là soit autorisé, par exemple, avec un sticker. Le sticker, on demande et puis les Saoudiens vous donnent. Jusqu'à ce qu'on parte à Mina, quelque chose qu'on peut demander à l'avance pendant 1 mois, 2 mois ou plus que ça. On a un car qui n'a pas de sticker. Et on a tourné, on ne peut pas rentrer à Mina. Vous voyez, c'est comme chaque fois, moi je dis par exemple à mon équipe, à la colo, c'est à cause de Dieu, il faut marcher pour partir. On marche. Mais on ne va pas continuer chaque année à marcher pour partir à Mina. Les gens vous respectent parce que vous êtes l'imam, vous prenez une équipe, vous marchez, vous n'avez pas à manger, vous partez. Bon, c'est compliqué. Donc on va relever ces états de fait-là pour dire que ces difficultés ne doivent plus réellement exister dans le Hajj de la Côte d'Ivoire puisque nous avons quand même une expérience. Mais nous avons pu être à Mina, nous avons fait une inspection, nous avons mis le plan d'hébergement, la stratégie d'hébergement et puis bon, ben voilà, nous avons pu héberger les pèlerins à Mina. Mais nous avons relevé une grande difficulté aussi à Mina. Arrivé à la Mecque ici, moi pratiquement c'est ici que j'ai connu qu'il y avait 2 Mina. C'est-à-dire le Mina C, Mina plus C et Mina plus B. Et je pense que beaucoup de personnes sont aussi, partagent mon avis. Et lorsqu'on a eu ça, pour nous à l'hébergement, ce n'est pas une difficulté. Nous pouvons mettre une stratégie pour cela. Mais il faut que l'organisation, c'est un ensemble de mouvements. Il faut que ça soit du même pour le transport, pour la commission religieuse, pour cela. Et cette histoire de Mina plus B nous a causé beaucoup de difficultés parce que tous les pèlerins ont été déportés sur Mina C et il y a eu un surpeuplement à Mina C. Pendant que Mina B était vide. Voilà. Il faut qu'on accepte qu'on relève ces difficultés-là pour qu'on puisse trouver des palliatifs. Mais lorsque vous relevez souvent des difficultés, on dit vous avez manqué à cette personne, vous avez dit comme ça. Mais il est temps qu'on relève cela, même si ça va coûter notre personnalité. Donc cette difficulté a été constatée à Mina. Le surpeuplement, par exemple, du camp Mina, ça c'est une difficulté majeure. Et il y en a d'autres que nous aurons l'occasion de relever. Et de Mina, nous sommes allés à Arafat. La difficulté aussi encore de l'équipe avancée à Arafat. Nous n'avons pas pu. Nous avons passé toute une journée avec le car pour pouvoir aller à Arafat. Jusqu'à la nuit, on n'a pas pu. Parce que notre car n'est pas autorisé. On n'a pas cherché le sticker. Donc nous sommes revenus au camp. Nous étions obligés d'emprunter le premier car pèlerin en tant qu'équipe avancée, équipe 0, pour pouvoir arriver sur Arafat. Donc nous sommes arrivés en même temps que les premiers pèlerins. Mais nous avons joui et bénéficié de notre expérience du terrain pour pouvoir les casier et être en mesure d'accueillir les autres qui sont arrivés à Arafat. Et vous avez constaté ce que nous avons fait. D'Arafat, nous sommes venus à Mousdalifa. C'est un trajet quand même qui est aussi difficile pour toutes les nationalités. Mais il faut essayer d'amoindrir les difficultés. Et de Mousdalifa, nous sommes revenus à Mina. Et puis bon, nous en tant qu'équipe avancée, nous sommes arrivés pour pouvoir déjà aider les gens à retrouver leurs tentes. Il faut dire qu'il y a 3 à 4 ans, à l'hébergement, nous avons initié une situation qui permet aux pèlerins quand même de retrouver les tentes parce que les tentes sont identiques.
Donc quand vous sortez de votre tente, si vous n'avez pas une référence, vous ne pouvez pas vous retrouver. Donc nous avons pris le soin de nommer les tentes au nom des villes de la Côte d'Ivoire. Donc on dit aux pèlerins, Anituna Fombema, c'est-à-dire si tu t'es gars, il faut dire aussi à Ma ou à Daloa, à Diekwe. Et nous, à l'hébergement, on a un plan pour ça. Quand tu dis tu es à Korogo, on sait où il faut prendre pour partir à Korogo. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons fini Mina. Et en ce moment, nous sommes à la Mecque. Nous sommes en train de faire l'horizon vers Médine. C'est en cela que vous nous trouvez, nous courons et nous talonnons le commissariat pour qu'on puisse aller en avancée, pour ne pas aussi être en retard, comme nous le savons. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la station de Mina. Il est vrai qu'après le passage de la télé saoudienne qui est venue filmer nos pèlerins qui dormaient à la Belle Étoile, il y a certains pèlerins qui ont été transportés à Mina B+. Par contre, il y a d'autres qui ont continué à dormir à la Belle Étoile. Qu'est-ce qui explique ce fait? Oui, il faut dire aussi qu'il y a un fait de l'organisation même, mais il y a aussi une difficulté des pèlerins. Lorsque tout le monde a été déporté sur le camp Mina + C, et que le camp a été surmergé, surpeuplé, le commissariat a pris sur lui déjà l'initiative de trouver un palliatif à ce problème. Donc ceux mêmes qui étaient à Mina+, qui n'étaient pas à Mina + B, parce que Mina + B était payant, mais l'organisation pour désengorger, et puis dans le souci du bien-être du pèlerin, a voulu que nous déportons quand même ceux qui débordent à Mina + B. Et cela a été fait le lendemain. Nous avons pu partir avec quand même un grand nombre. Mais il y a des gens qui avaient déjà pris l'habitude de s'installer où ils étaient et ils ont préféré rester là-bas. Ils disent non, vraiment, on est bien comme ça ici déjà, on ne veut pas aller encore de l'autre côté. Peut-être qu'un état moral, il s'est dit qu'il y a d'autres difficultés là-bas. Donc il trouve qu'il est déjà bien installé et qu'il voulait rester. Donc cela n'est pas du fait de l'organisation. Le bien-être de quelqu'un, il faut qu'il lui aussi soit volontiers. Mais s'il se sent bien où il est, ce que vous lui proposez, peut-être c'est ça qui sera le problème. Donc ceux qui sont restés, c'était de leur propre gré, sinon que le commissariat avait déjà pris l'initiative de faire déporter quand même ceux qui n'avaient pas de place à Mina C sur Mina B. Et c'est ce qui a été fait et beaucoup sont partis et ils étaient bien à l'aise. Mais est-ce que quelque part cela n'est pas venu ternir un peu votre image, cette image de Mina, surtout filmée par la télé saoudienne? Bon, en tout état de cause, même si ce n'est pas la télé saoudienne, même à notre niveau, parce que le bien-être du pèlerin prime. À partir du moment où il y a eu des difficultés, il faut dire d'abord le stationnement de Mina même est une difficulté. Parce que vous partez quelque part où les toilettes sont en sous-nombre, où vous dormez sur des temps nez en nez comme ça, il y a vraiment des difficultés à Mina. Voilà, mais c'est ça aussi l'aléa du voyage et du Hajj. Alors donc, à l'impossible, nul n'est tenu aussi. La dernière étape maintenant, c'est la ville de Médine. Comment vous la préparez déjà? Est-ce que vous avez des appréhensions aussi? Oh, il faut dire le Hajj, dans sa généralité, il y a toujours des appréhensions. C'est pourquoi nous voudrons demander surtout à notre organisation, la Côte d'Ivoire, il ne faut pas trop tenir compte des théories. Il y a trop de théories à Abidjan. On va partir comme ça, les vols seront comme ça. Et lorsque nous on demande par exemple d'agrandir le nombre de l'équipe de l'hébergement, on nous dit on dit que 5 personnes peuvent héberger les gens. Mais vous voyez 4 à 5 avions qui viennent en même temps. Donc chaque Hajj a ses réalités. Et lorsqu'on est habitué, l'expérience, ça ne s'apprend pas. L'expérience, c'est l'ensemble des échecs pour moi. Donc si je suis l'année passée, je dois être en mesure de comprendre que cette année, la même faute ne doit pas arriver. Donc nous sommes en train de préparer Médine. Vous savez, le Hajj n'est pas facile en lui-même. Donc en tout cas, je suis optimiste. À l'horizon, ça sent bon. Maintenant, la réalité du terrain nous montrera ce qu'il faut faire. Monsieur le Président, nous avons une information comme quoi que l'étape de Médine dépendait de l'avionneur. Et quelles sont les dispositions que vous prenez quand on sait qu'à Médine, c'est un contrat fixe de 8 jours avec le logeur. Après 8 jours, les pèlerins sont mis dehors. Oui, l'étape de Médine dépend de plusieurs facteurs. C'est vrai, l'avionneur, le logeur et puis l'organisation. C'est en cela que nous avons aujourd'hui déporté. On a changé d'itinéraire. On commençait par Médine, on est venu commencer à la Mecque.
Mais il faut dire que ça a été d'ailleurs meilleur cette année. Vous voyez le problème d'avion qu'on a eu à Abidjan, si c'était à Médine, tout était foutu. Donc ça a été une grande chance pour nous. C'est vrai que ça a été des difficultés pour les pèlerins là-bas, on ne le souhaite pas. Mais si on était programmé sur Médine, mais c'était du gâchis. C'était pas possible d'être à Médine. Vous voyez, ça dépend de l'avionneur parce que le logeur veut savoir. Un groupe qui arrive, il doit faire 8 jours chez moi. Et après 8 jours, il doit partir. Il faut qu'il soit sûr que après 8 jours, c'est confirmé qu'il doit partir. Si le logeur n'a pas cette confirmation, il ne l'accepte pas parce qu'il ne peut pas mettre les pèlerins dehors. S'il met les pèlerins dehors, il sera poursuivi par le ministère saoudien du Hajj et des Mouassassa. Parce que ici, le pèlerin est prioritaire. Le bien-être du pèlerin est important pour l'État saoudien. Donc lui, il ne peut pas expulser les pèlerins. Donc il est dans l'obligation de s'assurer, est-ce qu'effectivement, après les 8 jours, le vol est confirmé, l'avionneur a attesté qu'effectivement, il s'en va pour dégager sa responsabilité. Si l'avionneur confirme et il a cette certitude, après les 8 jours, si on dit qu'il y a quelque chose d'autre, c'est les avionneurs qui prendront le pèlerin en charge. Donc ça dépend du logeur, ça dépend de l'avionneur et à la fois l'organisation. Donc pour terminer, Monsieur le Président, pouvez-vous nous rassurer qu'aucun pèlerin ne dormira dehors à Médine? Pour moi, à l'hébergement, mais la belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Nous avons plus de 5000 pèlerins. Si on me donne plus de 5000 lits, mais il n'y a pas de raison pour qu'un pèlerin dorme dehors. Il y a 10 pèlerins, il y a 10 lits. Mais pourquoi quelqu'un va dormir dehors? Mais si tel n'est pas le cas, s'il y a 10 pèlerins et puis il y a 5 lits, mais 5 vont dormir au lit et puis les 5 d'autres, je les confie au commissariat. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie.